Salut, ça fait longtemps. Aujourd'hui, dans la musique, il y a plein d'idoles. Et quand on pense à ce mot, on pense souvent au Japon, à la Corée, aux États-Unis, mais rarement à la France. Mais on oublie qu'en France, chez nous aussi, on a eu une idole. Une légende même. Un type connu par tout le monde que t'aies 15 ans ou 105 ans. Et ce type-là, c'est Johnny Hallyday. Quand on parle de ce bon Johnny, premier truc qui vient en tête, c'est quoi? Des blousons en cuir, des Harley qui rugissent dans tous les sens, des t-shirts à tête de loup, bref, c'est le symbole du beauf ultime. C'est un peu un type, un artiste, des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui, un peu has-been. Pas justement, vous vous trompez. Et c'est pour ça qu'il faut que vous restiez. Parce que Johnny, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un roi du rock à la française. D'un homme qui a tout connu, la galère, les excès, les dérives, mais aussi la gloire et l'amour de tout un pays. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment Johnny est devenu un mythe. Comment ces démons ont failli le bouffer lui et son entourage plusieurs fois. Et malgré tout, même pourquoi son héritage reste aujourd'hui intact et impacte des endroits de la culture musicale que vous ne soupçonnez même pas. Notre histoire, elle commence un 15 juin 1943 avec la naissance d'un petit Jean-Philippe Smet à Paris. Déjà, ses parents, c'est un peu spécial. Son père, Léon Smet, c'est un peu un fantôme. Il se balade un peu de partout, batifole dans tous les sens, alors être père pour lui... Donc il va vite les abandonner, lui et sa mère. Sa mère, Huguette Claire, elle doit donc s'occuper de lui tout seul. Sauf qu'elle a un métier un peu particulier, puisque c'est une très jolie dame. Elle a la chance d'être mannequin de cabine pour des marques de luxe prestigieuses comme Dior ou Lanvin. Sauf que ce métier, ça l'amène à faire des horaires à rallonge. Elle peut pas vraiment s'occuper de son gamin. Très vite, elle va confier JP, je me permets, peut-être pas, à la sœur de Léon, Hélène Marr. L'idée c'est qu'ils trouvent chez eux un foyer plus stable, avec Hélène, son mari Jacob, et leurs deux filles, Desta et Ménène, ses cousines. On peut se dire que ça commence pas si mal finalement, père raté. Juste après la guerre, le tonton Jacob, il se fait embarquer par la police et finit en zonzon. Parce qu'il travaillait pour Radio Paris, radio de l'occupation, qui était un peu trop proche des idées du peintre autrichien à moustache. Si vous voyez où je veux en venir. Forcément, la tante Hélène, elle sent que ça pue. Donc elle va trouver une solution pour partir un peu loin de Paris quelque temps. Et elle va dénicher une opportunité de malade pour ses deux filles. Un contrat de 5 ans avec le Ballet de Londres. Du coup, elle va se barrer, avec ses filles, avec l'animal de compagnie, et bien sûr, Jean-Philippe. Arrivée à Londres, petite tuile, les deux filles découvrent qu'elles vont pas rester à Londres en fait. Elles ont été engagées pour faire une tournée dans toute l'Angleterre. Ce qui fait que, Hélène se dit qu'elle va pas laisser ses filles toutes seules, et elle décide de se faire engager comme costumière pour être avec elle, et elle embarque aussi le petit Jean-Philippe. Si on fait court, le premier souvenir de Jean-Philippe, c'est d'être en tournée, avec un ballet reconnu, passer de scène en scène, être dans les coulisses. Bon, c'est pas la sienne, mais ça plante déjà quelques graines dans le cerveau, c'est pas mal. Je vous épargne les détails, mais la tournée se finit, et du coup, il faut rentrer à Londres. Et là, pas de question de rentrer à Paris, Jacob est toujours en prison, c'est pas le moment. Donc c'est là qu'une nouvelle vie va débuter pour toute la petite famille, dans un hôtel. Qui est un peu particulier parce qu'il y a plein d'artistes. Encore une fois, pour le petit Jean-Philippe qui découvre à peine la vie, être entouré de plein d'artistes dans cet hôtel, ça impacte forcément sa façon de penser et de voir les choses. Et côté artistique, la tante Hélène, elle va le pousser bien fort le pied. Car pour elle, il est destiné à être une star. Pourquoi? En fait, la légende dit que la tante Hélène un jour a vu une voyante, qui lui aurait prédit qu'un de ses enfants deviendrait une star renommée qui dépasserait toutes ses attentes. Cette prédiction, on croit ce qu'on veut, ça lui aurait suffi pour mettre un all-in sur le côté artistique, d'abord pour ses filles, puis plus tard, pour le petit Jean-Philippe. Hélène, elle va pas attendre que la prédiction se réalise, non, pas comme ça chez nous. Elle veut tellement provoquer le destin qu'elle veut mettre toutes les chances du côté du petit Jean-Philippe. Elle l'emmène au théâtre alors qu'il parle à peine, elle trouve pour lui à 3 ans un rôle mineur dans une pièce, elle lui apprend même le solfège avant qu'il l'apprenne à lire. Ça c'est sûr, chez les Marr, t'as pas le temps de te laisser aller. Hélène commande, tout le monde suit, c'est elle la bosse. Sauf que malgré tous les efforts qu'elle déploie et que les enfants déploient pour la suivre, on va les expulser du ballet. Et c'est embêtant parce qu'avec ça, l'argent disponible pour faire vivre la petite famille, il s'envole très vite. Donc faut vite trouver quelque chose pour rester à Londres. Pour ça, les sœurs manquent pas de ressources. Elles ont une idée. Elles sont françaises, on aime bien la culture française, on va faire un numéro de cancan à Londres. Ça va cartonner. Et c'est vrai, ça va cartonner. Elles vont proposer leurs petits numéros dans différents cabarets, et ça va leur permettre de rentrer un peu de thunes. Bon, c'est cool. La vie londonienne, elle continue, ils restent dans leur petit hôtel avec les artistes, tout va bien. Et là-bas,
Desta, une des cousines, va rencontrer l'âme sœur, un Américain, un autre artiste, qui venait d'emménager à Londres. Cet homme, un élément très important de notre histoire, s'appelle Lee Lemoine Ketcham. Et vous l'avez compris, il est américain, sa rencontre va énormément impacter le petit Jean-Philippe, 6 ans à peine. Lee va lui parler du rêve américain, lui faire balader sur sa moto ultra rutilante avec des chromes de partout, va l'initier au rock. Le gamin est sur le cul. Bah oui, pour lui, qui était un peu baladé de partout, qui avait pas vraiment beaucoup d'amis et qui était pas allé à l'école, bon, sa tante lui enseignait quand même à la maison, vous inquiétez pas. Bah c'était super. Lee, c'était à la fois un pote, un grand frère, un père, un super modèle à suivre. Jean-Philippe a 6 ans, et on est en 1949. Et son oncle Jacob vient de sortir de prison. Ça sonne donc le retour à Paris pour la petite famille, maintenant que le climat s'était un peu apaisé. Tout le monde rentre, Lee compris, qui va les suivre, sauf que là, le retour, pas si rose. Jacob, en prison, il a été très affaibli, il a développé une maladie qui l'handicape beaucoup et qui l'empêche de travailler. Pas grave, on a Desta, Lee et Menen qui sont des artistes et qui peuvent subvenir aux besoins de la famille grâce à leur numéro. Ils vont donc monter un nouveau spectacle, un trio, de danse, d'acrobatie, et ça va bien marcher. Et tellement bien marcher que pas que à Paris, en Allemagne, au Portugal, en Italie, ils vont commencer à tourner de partout. Et rentrer un peu de thunes pour tout le monde. Alors pour Jean-Philippe, vous inquiétez pas, toujours pas d'école. Il va toujours être dans leur valise et les suivre à n'importe quelle date de la tournée, avec bien sûr sa tante qui le surveille. À cette époque, la tante Hélène, elle a toujours pas lâché son projet Mbappé version musicien. Moi, tu me parles pas d'âge. Le petit, elle va continuer à le pousser. Il a fait du théâtre, c'est très bien, il a été dans des pièces, c'est très bien, maintenant il va apprendre un instrument de musique. Le violon. Vous inquiétez pas, hein, il va très vite lâcher ça, et il va se mettre très vite à la guitare. Ce qui est déjà plus dans l'air du temps, plus stylé, et qui fait plus ricain. Au même moment, sa cousine Menen trouve à son tour l'âme sœur. Sauf qu'elle va s'enfuir avec lui, et laisser en plan le trio familial. Bon, c'est chiant, mais c'est pas si grave, on lui souhaite tout le bonheur. Lee et Desta, ils ont quand même du talent à revendre, et des bonnes idées. Ils vont décider de remonter un numéro. Un duo cette fois, et ils vont essayer de se marketer un peu, même si on parlait pas de ça à l'époque, en se trouvant un nom. Bien vendeur, bien américain. Les Hallyday, avec un I. Et c'est important. Alors vous allez me demander pourquoi. La raison, elle est très basique. Lee, quand sa mère a accouché, c'était grâce à un médecin qui s'appelait Hallyday, ou qui trouvait le nom sympa, trouvait que c'était une belle histoire, pourquoi pas le récupérer. Le rêve américain, les bécanes, Lee et Hallyday, on a déjà une bonne base. Si on ajoute à ça les scènes, les tournées, le théâtre, le solfège, la musique, à 10 ans à peine, on avait toutes les fondations du mythe. Et j'ai oublié de vous dire, volontairement, que Lee avait déjà trouvé un petit surnom pour le petit Jean-Philippe. Un petit surnom américain qui lui allait très bien, Johnny. Pour l'instant, juste Johnny. On est en 1952, le petit a 9 ans, et son oncle, malheureusement, disparaît. La famille, en pleine tournée dans toute l'Europe, doit vite rentrer à Paris. Malgré tout, sa tante, elle veut rien lâcher. Elle veut rien savoir, le petit deviendra une star. Peut-être que ses cousines, maintenant, ont des chemins un peu différents, mais lui, encore, il a du potentiel pour elle. On l'inscrit à des cours de gratte, des cours de comédie, il tourne dans des publicités, on l'inscrit même en tant que figurant dans un film de Clouseau. Mais bon, ça décolle pas vraiment. Il a que 9 ans, Hélène, faut le lâcher, le petit. Non, elle continue quand même. Elle va même s'arranger pour trouver un moyen que Jean-Philippe rencontre Maurice Chevalier. Il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints en criant. Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêterai toute seule dans mon coin. Celui-ci, pour Johnny, il aura un conseil très simple. Petit, tu soignes ton entrée et ta sortie de scène, entre les deux tu chantes. Sauf que Johnny, à l'époque, il fait juste un peu de scène, il a que 10 ans, il comprend pas trop, donc il se dit ok, je fais pas de musique, mais très bien, j'appliquerai le conseil. Puis arrive 1957. Jean-Philippe a 14 ans, il passe son temps au cinéma, à regarder des films américains. Au hasard d'un visionnage, il va tomber sur le film Loving You, avec en star Elvis Presley qui joue un jeune guitariste. Loving you makes no difference where I go. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Pas amoureux, mais d'admiration. Jean-Philippe, 14 ans, avait un nouveau rêve, celui de devenir, comme Elvis Presley, un chanteur de rock. Évidemment, à cette époque-là, on s'était bombardé de culture américaine, et c'est pas le seul ado à rêver de ça. Sauf que lui a un petit avantage que personne n'a. Lee, grâce à lui et sa famille qui vient de Tulsa, aux États-Unis, il reçoit des colis avec plein de disques inédits. Il a donc la chance d'écouter des musiques peu connues en France et de danser sur du Bill Haley ou du Eddie Cochran. Well, I
Un an après, à partir de 1958, ça va l'amener à fréquenter une salle de spectacle, le Golfodro. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un salon de thé qui, le week-end, se transformait en un repère des jeunes fans de rock de toute la capitale. C'est d'ailleurs à cet endroit précis qu'il va faire la rencontre d'amis qu'il suivra très longtemps. Long Chris, Danny Logan, Jacques Dutronc, mais surtout Eddie Mitchell. Là-bas, il est entouré de plein d'amis qui ont les mêmes passions que lui, et il va essayer beaucoup de choses. Déjà, ils ont tous à peu près des pseudos, et lui va prendre définitivement un pseudo, Johnny Hallyday. Toujours avec un I, on va en reparler. Pas fâché avec la sape, il va se faire un putain de look à la James Dean. Veste en cuir, cheveux gominés en arrière, un vrai rocker, de 15 ans. Et puis pour la musique, il va bosser son répertoire et sa présence scénique, à coup de grandes adaptations de chansons américaines en français, en s'entraînant avec ses potes sur la scène du Golfodro. Il vivait, il dormait, il mangeait rock. C'était sûr, pour lui, ce genre de musique n'allait pas dominer que les États-Unis, mais le monde. Et il voulait en faire partie. Petit à petit, il va gagner en confiance, et il va chercher de vraies scènes, pour venir se confronter à un public. Il va se prendre porte sur porte sur porte dans la gueule, jusqu'à un soir particulier. Le 30 décembre 1959, il va participer à l'émission de radio Paris Cocktail, pour interpréter une adaptation de Let's Have a Party d'Elvis, bien faire une partie. Cette démonstration, elle va lui valoir d'être remarqué par Gilles et Jeanne, un duo de compositeurs qui vont remarquer très vite le potentiel du petit Johnny de 16 ans. Grâce à eux, il va faire la connaissance du directeur artistique de la maison de disques Vogue, Jack Wolfson. Et celui-ci va le signer dans la foulée, en janvier 1960 pour enregistrer son premier 45 tours. Une reprise de Dalida, reine de l'époque, T'aimais follement. Peu avant sa sortie, le 14 mars 1960, Johnny est chez Vogue et reçoit en même temps que le label la cargaison de disques. Sauf que là, erreur d'impression. Hallyday est écrit avec 2 Y. Mais Johnny, il dit tiens, son Hallyday avec un I. Donc il va aller voir le directeur du label. Et il va lui demander si on peut réimprimer, parce qu'il dit tiens, sinon c'est symbolique pour lui. Trop tard. Impossible de changer car tous les disques étaient imprimés. Et on n'allait pas céder aux caprices d'un gamin que du jour au lendemain on pourrait remplacer par un autre, car à l'époque, on enregistrait à l'appel jusqu'à que ça fonctionne. Donc ça sera Johnny Hallyday avec 2 Y. C'est parti, on était lancé. Dès 1960, le single de Johnny va être diffusé dans les radios. On va aussi lui donner l'occasion de le présenter à la télé. Et c'est à cette occasion qu'il fera sa première apparition à la télé, dans l'école des vedettes, avec en marraine Lynn Renaud, pour chanter sa première composition, Laisse les filles. J'ai beau penser à ses conseils, à la fenêtre je m'émerveille, et je regarde passer cette demoiselle, pendant que ma mère dit plus belle. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Moi, je vous ai présenté mon filleul, à vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Johnny, 17 ans, avec sa voix, sa présence scénique, mais aussi parce qu'il est un peu beau gosse, faut le dire, va conquérir le public. Et ça va se voir dès le lendemain sur les ventes de son 45 tours, qui va s'écouler en quelques jours à plus de 100 000 exemplaires. On le rappelle, à cette époque, les labels signaient beaucoup des artistes pour 1 ou 2 titres, et si ça vendait pas, next, on les jetait, on en prenait un autre. Mais ce Johnny pour Vogue, c'est une mine d'or. Alors ils vont le faire composer et réenregistrer et encore et encore. Et il va continuer jusqu'à empiler un premier EP, Hello Johnny, et une première chanson à succès, qui fera partie de sa constellation de succès dans sa carrière, Souvenir, Souvenir. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. On en parle de partout. Johnny, le jeune homme, mignon, presque timide, se transforme en une bête de scène quand on lui file un micro et une guitare et enflamme toutes les salles dans lesquelles il passe. Et j'exagère à peine, car dès le début, pendant ses premiers contrats, il a failli se faire virer d'un contrat de 3 semaines à l'Alhambra, à cause des déboires et des bastons pendant ses concerts. En même temps, c'est hallucinant, le mec a 17 ans, il vient d'arriver, il prend beaucoup de place. Ça fait naître des critiques générales, mais ça crée des jalousies chez d'autres. Et c'est comme ça qu'il va s'attirer les foudres de Europe 1, la plus grosse radio de l'époque, et surtout d'une personne pas la bonne, le directeur des programmes, Lucien Maurice. Car oui, Lucien, il est furieux que Johnny, le petit arriviste, enregistre seulement quelques jours après Dalida, une version que lui-même avait traduite pour elle, d'une chanson américaine, Itsy Bitsy Petit Bikini, et
s'impose là, alors que, bon, bah voilà quoi, Dalida, c'est sa compagne. Lucien, il défend sa compagne. Il a raison, mais il ira peut-être un chouille loin, parce qu'en direct à la radio, il ira exploser l'EP de Johnny en disant « C'est la première et la dernière fois que vous l'entendrez ici ». Ouais, enfin, heureusement, chez Europe 1, pas tout le monde est de cet avis. Car en vrai, Johnny va être défendu par deux présentateurs, Daniel Philippaki et Franck Teno, qui eux ont leur propre émission, Salut les copains. Donc là où peut-être que la radio en général ne le jouera pas, Salut les copains réservera toujours un petit temps pour Johnny et continuera de le diffuser. Dans tous les cas, à l'époque, les critiques, vous savez, on s'en cogne, Johnny, il a la cote. Vraiment. Tellement qu'on va organiser autour de lui un premier festival international du rock à Paris, au Palais des Sports. Le mec a un festival à lui, à peine 17 ans, à peine 1 an de carrière. Il est déjà trop fort. Je vous rappelle que quand on connaît les animaux de son public, c'est peut-être un peu risqué de faire ça. Eh ben bingo! Il met tellement le feu à la salle qu'on perd totalement le contrôle du public. Mais je parle pas de 2-3 mosh pits sympas, hein, bien organisés, non, je parle d'arrachage de sièges, de baston dans la salle, d'un concert qui dégénère avec 5 policiers blessés et 85 personnes interpellées. C'est toujours pas de sa faute si son public sait pas se tenir. Lui fait de la musique, il est pas là pour foutre la merde. Mais bon, ça va lui coller une belle image, hein, celle du rebelle qui attise les foules, et on lui trouvera même un premier surnom, le prince du tumulte. Pas de buzz, style buzz. Ça bouge pas. Il va sortir ses 2 premiers albums. Nous les gars, nous les filles, et tête à tête avec Johnny. Et c'est à la suite de ça que les embrouilles vont commencer avec son label Vogue. Faut dire que le rock, grâce à lui, entre autres, ça fonctionne bien. Ça rapporte de la thune. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y a de plus en plus de groupes qui émergent aussi. Par exemple, son ami du Golf Drouot, Eddie Mitchell, va lui aussi commencer à percer. Avec son groupe de rock, Les Chaussettes Noires. Techniquement, il y a quand même plus de choses, il y a un groupe entier, il y a plus de matos, les sonorités plus profondes, mieux travaillées, sauf que Johnny, en face, lui, sur scène, il est tout seul. Il le sent, s'il veut pas se faire éclipser, il sait qu'il doit évoluer, qu'il lui faut plus de moyens, des meilleures mises en scène, des musiciens autour de lui, quelque chose de plus fourni. Il va donc aller voir son label et demander plus de musiciens, des meilleurs instruments, et à ça, la réponse va être super bien construite, très bien argumentée. Tu fermes ta gueule, tu chantes. Sauf que Johnny, 18 ans à peine, il avait déjà enregistré 36 chansons. Il avait déjà vendu plus d'1 600 000 disques. Il savait combien il coûtait, combien il valait. Il va se barrer de chez Vogue, leur coller un procès au cul et signer chez Philips, les inventeurs de la cassette, du CD-ROM et de la machine Senseo. Dans cette nouvelle période, il va avoir un nouvel agent, réalisateur et directeur artistique. Tout ça dans une seule et même personne, Lee Hallyday, renommé avec 2 Y, pour coller au lore familial. Nouveau souffle, Johnny va encore surprendre tout le monde. Après avoir participé grandement à l'émergence du rock en France, il va importer un nouveau genre, le twist, avec une chanson, Bien danser le twist. Que je suis là, tout en rythme de twist. Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur bat pour toi. Yeah. Les salles continuent de s'enflammer, le public aussi, et les incidents aussi, à Bayonne, à Biarritz, à Strasbourg, et même à Cannes, il y en a de partout, je vais m'arrêter là. Bon, Johnny, il peut toujours rien, hein, mais il va quand même chercher à adoucir un peu son image, pour calmer un peu les ardeurs de tout le monde. Il a de la chance, il a un bon copain, artiste lui aussi, Charles Aznavour, qui du haut de ses 36 ans avait un style plus calme, avait une meilleure réputation. Et pour lui, le bon Charles va écrire « Retiens la nuit ». Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. C'est une chanson plus douce, qui va marquer le public et les critiques. Il va rester clivant, hein, mais on lui reconnaît une certaine douceur, un talent poétique. De quoi se mettre finalement quelques détracteurs dans la poche et élargir encore un peu plus son public. Retiens la nuit, ça sera aussi une chanson iconique de l'album Salut les copains, qui est un hommage à l'émission de Europe 1 qui avait cru en lui et l'avait défendu dès le début. Mais c'est surtout la bande originale de sa première apparition dans un premier rôle, au cinéma, dans lequel il donne la réplique à Madame
Catherine Deneuve. À partir de là, dans ses albums, il va commencer à entremêler beaucoup plus le côté rock énergique et chansons plus calmes, plus poétiques. Ça sera un peu un leitmotiv durant une grande partie de sa carrière. Au printemps 62, il va aller enregistrer un album à Nashville, Johnny Sings American Greatest Hits, qui va être renommé pour sa commercialisation en France, Johnny à New York. Bon, ok, Nashville, New York, rien à voir, mais c'est comme demander à un Américain de situer où se trouve Tourcoing. Bon, ils ont déjà du mal à situer où se trouve le Canada parfois, mais bon, bref. Cet album, il va bien se distribuer. En France, ouais, mais aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, même au Brésil, en Espagne, en Italie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, et j'en passe. Un début sympa de carrière internationale, finalement. Bah oui, et pas que. Aussi, un premier disque d'or pour sa carrière, pour sa reprise de Let's Twist Again. Come on, let's twist again, like we did last summer. Johnny, il en a jamais assez, et vous allez souvent m'entendre dire ça dans cette vidéo. Faut croire que l'année est pas assez courte. Donc il va enregistrer aussi son premier album live, et de cette soirée historique du 27 octobre 1962 va émerger une chanson, mais aussi un surnom qui va lui coller à la peau, l'idole des jeunes. C'est un titre qu'il va porter fièrement, jusqu'à même en faire un album en 1963. C'est tout? Bien sûr que non. Cette fois-ci, il va camper son premier rôle dans un western camarguais au cinéma. Dedans, il va donner la réplique à une jeune actrice, Sylvie Vartan, qui jouera le rôle de sa fiancée. Et c'est marrant, on y revient plus tard. Revenons à nos blousons. En 1963, le 22 juin, Europe 1 veut organiser une soirée de folie à Paris pour l'anniversaire de l'émission Salut les copains, qui avait fait connaître Johnny. Forcément, seront invités entre autres Johnny, Sylvie Vartan, le groupe d'Eddie Mitchell. Vous le voyez venir, hein. Et vous avez raison. La scène et tout le dispositif qui avait été installé à la Nation était prévu pour 50 000 personnes, sauf que c'est 150 000 qui vont venir voir Johnny et ses potes. Il y aura même, à l'époque, une contre-culture qui en profitera, les blousons noirs, c'est un peu genre les Black Blocs de l'époque, qui viendront foutre la merde. Le bilan, c'est des vitrines explosées, des magasins saccagés, des bastons dans tous les sens, un vrai bordel. Et cet événement, il va faire beaucoup parler dans la presse de partout, et il va désigner Johnny Hallyday comme l'idole d'une génération un peu perdue. Une génération en fait nouvelle qui va trancher avec celle d'avant, peut-être avec beaucoup d'exagération, comme elle est dépeinte dans la presse. Enfin, dans tous les cas, quelques jours après, Edgar Morin va publier un article dans Le Monde pour essayer de comprendre cette génération, en parler. Et il va les nommer la génération yéyé. Pourquoi yéyé? C'était à cause des onomatopées et des yeah qu'on trouvait un peu partout dans les musiques, vu que c'était issu de la culture américaine. Pour vous faire un peu le parallèle, c'est comme si les fans de drill d'aujourd'hui, on les appelait les scu-scu. On comprend l'idée, mais ouais non. Hein. En 1963, Johnny n'a que 20 ans. Et désormais, il n'est plus seul, car lui et Sylvie s'étaient rapprochés au cinéma et sur scène. Forcément, quand t'es une star, plus vraiment de vie privée, donc ils vont devoir officialiser leur couple. Ce qui va booster un peu l'attention de tout le monde sur eux. Et ça va encore plus renforcer leur rôle de chef de file de la génération yéyé. D'ailleurs, en parlant d'onomatopée, ce genre de truc, Johnny Hallyday va encore casser la baraque. Il va rester 8 semaines numéro 1 de hit parade avec un titre, Dadoo Run Run. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadoo, run, 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 dadoo, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadoo, run, 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 dadoo, run, run. Fidèle à lui-même, il a continué aussi entre les tubes et les scandales. Des beaux succès sur scène, mais un peu d'excès aussi, des batailles en coulisses, une vraie rockstar. Oui, c'est vrai, hein, il est sympathique, hein, mais il fait quand même pas mal de bourdes. Pour vous donner un exemple, il a réussi à se mettre à dos les anciens combattants parce qu'il a fait une reprise un peu trop rock, un peu trop poussive de la Marseillaise. Ce qui à l'époque passait pas. Hein. Ça fait un moment que je parle et pour l'instant, avec tout ce que j'ai raconté, on est qu'à 5 ans de carrière de Johnny Hallyday. Alors, pour pas vous ennuyer trop et me focaliser sur l'essentiel, je vais vous proposer, à partir de maintenant, de temps en temps, des petites avances rapides. Donc on va en faire une maintenant. Déjà, si on résume ces 5 premières années, on a 4 albums studio, 3 albums live dont 2 à l'Olympia, et 10 33 tours. Une carrière extrêmement chargée, quoi. On se voit mal, Johnny, arrêter et ne pas continuer à fond. Sauf que, arrive un truc qui a disparu et que moi je n'ai pas connu. Le service militaire. Le 8 mai 64, le soldat Hallyday fait son entrée dans le 43e régiment d'infanterie de marine d'Offenbourg pour son service militaire. Alors 18 mois de service, c'est long, mais Johnny c'est pas n'importe qui, donc on va quand même l'arranger un peu. Déjà on va l'autoriser à venir plus tard pour honorer ses derniers engagements. Et puis en échange, on s'en sert un peu pour quelques services. On va filmer Johnny sous toutes les coutures. Ça devient leur Martine à eux. Johnny à la cantoche, Johnny dans le char, Johnny dans le treillis, Johnny dans le maquis, ce que tu veux.
C'est vrai qu'ils sont cool quand même à l'armée avec lui, ils sont plutôt donnant-donnant. Le week-end, petit studio disponible à Durbar, pour quand Sylvie vient le voir, et même le droit à accéder à un studio pour continuer à enregistrer pendant son service. Et cette époque, ce sera celle où il va enregistrer peut-être pour moi une des 10 chansons les plus connues, une reprise de The House of the Rising Sun de The Animals, Le Pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Ils ont de l'humour chez Philips. Parler de tôle à l'armée, fallait oser. Et ils ont eu raison. Mis à part ça, le service, il va être marqué par 2 événements. Un plutôt bien, un plutôt pas cool. Je commence par le pas cool, le retour de Léon. 21 ans plus tard, Léon, son père, se pointe à la caserne et veut renouer avec son fils. Vous allez me dire, c'est super bien, ils vont enfin pouvoir attraper le temps perdu. Ouais, il arrive avec plein de journalistes qu'il avait prévenus peu avant, à qui il avait monnayé la retrouvaille. Et du coup, ces retrouvailles, entouré de journalistes, avec son père qui lui amène un ours en peluche alors qu'il a déjà une vingtaine d'années, ça va lui foutre les boules. Ça va lui mettre un malaise terrible. Tellement qu'il va lui demander de rentrer chez lui, et qu'il va tourner les talons et rentrer dans la caserne. Mais bon, il y a un truc cool, il va se marier avec Sylvie Vartan. Il va même avoir une permission pour pouvoir le faire en avril 1965. Et puis globalement, pour le reste du temps, tout se passe bien. On va même lui autoriser à déroger aux dernières semaines du service pour qu'il aille reprendre une nouvelle tournée. Une tournée dont le nom est plutôt transparent, Johnny revient. Le but, on l'a compris, relancer à balle la machine à cash à l'idée. En cette fin d'année 1965, l'album Johnny chante à l'idée ne décolle pas vraiment comme prévu. Il a évité les reprises américaines, mais la mayonnaise prend pas. C'est un peu moins rock, c'est plus orienté rhythm and blues, c'est un peu trop sage aux yeux du public. Il garde ses fans fidèles, ça y a pas de souci, mais l'aura s'efface un peu. Y a plus de trucs en plus, quoi. Est-ce que Johnny était passé de mode? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il venait de se prendre pleine face la nouvelle vague de la pop anglaise. Et avec elle, de nouveaux artistes qui émergent comme Paul Naref, Dutronc, mais surtout un certain Antoine, qui allait devenir en quelque sorte son rival. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait tellement plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro, et Johnny Hallyday en cage à mes radio, yeah. Medrano, ça vous parle? C'est un cirque. Et Antoine, que certains voyaient comme un arriviste fini, d'autres comme un génie du buzz, venait de se payer la tronche de Johnny Hallyday. On peut dire que Johnny, il a pris un peu la mouche, car il va décider de clasher Antoine, mais aussi un peu tout le mouvement de la pop anglaise, avec une chanson, Cheveux longs, et il découvre. Si les mots suffisaient pour tout réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés, je sais que dans une cage, je serai enfermé, mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Du clash dans les années 60, ça ferait sourire Booba. Après, pas de panique, hein, Johnny il en a beaucoup sous la banane, c'est peut-être plus le gars hype du moment, mais il est très occupé. Il va enchaîner les dates en Europe de l'Est, et puis filer à Londres pour enregistrer un nouvel album. Là-bas, il va faire la rencontre d'un guitariste de talent, tellement talentueux, qui va lui proposer de faire ses premières parties, un certain James. James est très bon, il va faire sa première tournée en compagnie de Johnny, en le suivant dans des concerts. Et il va commencer un soir à Évreux, où il va foutre le feu à la scène. Un véritable génie. Et James, pourquoi j'ai pas dit son nom, c'est Jimi Hendrix. Moi je mens. Il y a une plaque commémorative au Novelty rue de Chartraine à Évreux, qui commémore cette date. Allez vérifier. Johnny, en cette année 66, il court quand même partout. L'exemple parfait de tout ça, c'est une histoire en 2 jours. Un soir, il est à Milan pour un concert. Juste après la fin, il prend un avion pour aller à Paris. Il assiste à l'accouchement de Sylvie, qui accouche de leur fils David. Il reste avec eux la nuit, il reprend un avion, va à Venise et fait un autre concert le lendemain. Et ça, c'est juste un petit aperçu du quotidien à fond les ballons qu'il mène et des sacrifices qu'il doit faire pour pouvoir continuer. Ajoutez à ça une poursuite du fisc pour 4 millions de francs, ça vous parle pas. En euros, si on calcule, c'est 6 millions d'euros. Oui, ça pique. Puis on rajoute à ça le dilemme d'être père.
lui qui n'a jamais connu le sien, celui d'être là aussi pour ses fans, l'argent, l'amour, la gloire, la fatigue, les excès, et paf. On a un Johnny dans une fuite en avant constante. Si bien que le 10 septembre, alors qu'il allait préparer un concert pour la fête de l'UMA, il se retrouve tellement angoissé et dépassé qu'il va faire chez lui une tentative de... Johnny est hospitalisé d'urgence. Sa vie de rockstar, le poids des attentes, tout ça l'écrase, il a besoin de repos. On avait trouvé qu'ils étaient marrants chez Philips pour avoir sorti le pénitencier pendant sa période de service militaire. Et bien après la blague, le mauvais goût. Ils vont décider de sortir Noir c'est Noir pendant cette période. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris c'est gris, et c'est fini. Oh, 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 oh. Ça me rend fou, j'ai cru à ton amour, et je perds tout. Oh, le sens du timing, le bon goût. Ils auraient mieux fait de rester sur les cafetières. Sauf que, en fait, non, parce que, ironiquement, Noir c'est Noir va devenir, à cette époque, le plus grand succès de Johnny et dépasser même le pénitencier. Ce titre va vraiment relancer la machine et lui faire atteindre un nouveau rang de popularité. Après quelques semaines de repos, à peine un mois en fait, il va être de retour avec un Olympia, le 18 octobre, et un nouvel album, La Génération Perdue. Un album auquel participe un autre ami de longue date rencontré au Golfe de Rouault, Long Chris. Mettez ça de côté et on y revient plus tard. Est-ce que c'était pas un peu tôt pour s'y remettre? Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? C'est sûr, mais on peut pas lui retirer, il est extrêmement déterminé. Vous vous souvenez de Jimi? Bah lui et Johnny sont restés méga potes. Tellement potes que quand Jimi Hendrix va enregistrer et Joe en studio, il va directement appeler Jojo et lui dire écoute, j'aimerais que tu enregistres une version française pour ton album. C'est comme ça qu'à quelques mois d'intervalle, on aura le droit aux deux versions. Parce que les deux étaient potes. Hey Joe, si on parlait, hein? Mais de quoi? Et à partir de là, pendant plusieurs années, Johnny se régale. Il va sortir un 4e album live, Olympia 67 à l'Olympia, et un 5e, Johnny, au Palais des Sports, au Palais des Sports. Ce dernier d'ailleurs, il va faire un bruit monstre, jusqu'à faire réagir la presse française, ok, mais surtout internationale. Et en même temps la scénographie quoi. Attendez, je vous le lis. 150 bombes de confettis, 5 canons lançant 10 000 fleurs, 1 tonne de popcorn, 3,5 tonnes de ferraille et carcasses de voitures, 3 écrans géants, 450 projecteurs et 800 phares de voitures pour éclairer le tout. Mais Johnny, cette époque, c'est pas que la scène, hein. Attention, hein. Car oui, il touche à tout, le rock psychédélique, un peu de rhythm and blues, un peu de soul, et pourquoi pas un peu de pop. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Je pense à toi. Par contre, hein, malgré son revirement de genre et ses tentatives scéniques, ça reste toujours dans l'âme un rocker. Il va faire encore quelques petites bêtises. Pour n'en citer qu'une, ça va l'amener à se mettre sur la gueule avec le ministre centrafricain de la fonction publique. 3/4 face. L'ouragan. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ouais ça fait mal. Ce qui fait que le lendemain, le président camerounais, Amadou Ahidjo en personne, va l'expulser du pays. Les tournées, il les enchaîne, ça c'est sûr, mais les bagarres et les soirées alcoolisées, aussi. Et ça, c'est pas ce qui manque comme anecdote sur internet ou dans les différentes biographies. Hein. Mais bon, on l'aime bien le petit Jojo quand même. Pour le public, Johnny, ça reste Johnny, c'est l'icône du rock intemporel, le rebelle, l'indomptable. Et cette image, il va la reconfirmer pendant 9 jours, 9 dates, au Palais des Sports en 69. Avec des musicaux que leur tête cristal qui réclament ma protection. Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. On remarque déjà sa direction vers des sonorités un peu plus crues. On rajoute du cri dans les chansons, un peu de satu, du psyché. On sent bien l'influence de Jimi Hendrix, mais aussi des autres groupes anglais de l'époque. King Crimson, les Zeppelin, les Rolling Stones, les Pink Floyd. C'est pas ce qui manque, niveau inspiration. Cette nouvelle vague, elle va produire un des titres les plus emblématiques, encore une fois, de sa carrière. Que je t'aime. Ce titre-là, il provoquait chez les fans une hystérie collective, des évanouissements, des pugilats sur scène, tellement qu'il était obligé de se faire évacuer par la police de ses propres concerts.
Le mec rendait fou les gens, avec de la musique. Mais quel putain de génie. Bon, on est en 1970, et ça faisait longtemps, arrive un nouveau problème. Un nouveau drame d'ailleurs. Alors qu'il se rendait à Belfort avec sa femme, Sylvie Vartan, il y a un énorme accident de voiture. Lui, il s'en sort quasi indemne, mais elle est fortement atteinte au visage, défigurée. Elle aura besoin d'une longue convalescence et de nombreuses interventions de médecins réputés en Amérique pour lui reconstruire son visage. On pourrait se dire que Johnny serait un peu plus en retrait, qu'il s'occuperait de sa compagne. Il serait encore pris dans ce tourbillon de vie d'artiste à 100 à l'heure, complètement au service de ses fans. Johnny est toujours dans sa fuite en avant et il va continuer son périple de rockstar. Et nouvelle avance rapide, de 1969 à 1975, Johnny Hallyday a un emploi du temps très chargé. D'abord, il se retrouve à l'affiche de 2 films, Spécialiste et Point de chute. Ensuite, un documentaire est tourné sur lui, avec François Reichenbach qui le suit pendant ses tournées, pendant ses enregistrements entre les États-Unis et la France. Ensuite, il menace de se faire excommunier par le Vatican, à cause de sa chanson Jésus-Christ, car il l'a comparé à un hippie. Oui, bon passons. Il va aussi recamper un palais des sports. Pas pour 9 soirs, mais pour 23. Avec cette fois Michel Polnareff comme pianiste l'accompagnant sur scène. Nouvelle prouesse, il va tenter un nouveau genre de spectacle, le Johnny Circus, qui mélange sa musique et des numéros de cirque. Ça va flopper. C'est pas grave. Il sort aussi un album, Vie, mais surtout cet autre, avec un titre qui va se démarquer en 1973, La musique que j'aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. On arrête l'avance rapide. En 1975, il décide de se barrer aux États-Unis avec femme et enfants. En cause, potentiellement, une histoire de fisc. Là vraiment, il se demande si, endetté comme ça, il devrait peut-être pas tout arrêter, partir, refaire sa vie sur l'autre continent, un peu loin de ses créanciers. Et on peut pas trop lui reprocher, hein. Enfin si, il peut avoir payé ses impôts. Est-ce qu'on peut vraiment retirer le rock du rocker ? Non. Non, on va pas broder, hein. La réponse est non. Il reviendra directement l'année d'après avec 2 nouveaux albums et une nouvelle annonce, un nouveau palais des sports. En 1976, Johnny va faire très fort et empiler 3 titres mémorables de son répertoire. Derrière l'amour, Requiem pour un fou et Gabriel. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Sa popularité, elle ne fait que croître, et son professionnalisme aussi. On perd en violence sur scène, on gagne en qualité de scénographie, en qualité de musique, et surtout, on élargit de plus en plus son public. Cette même année, on a 2 événements mémorables. Un one-man show, en 2 parties, une première sur ses anciens succès, une deuxième sur ses 2 albums les plus récents, Rock à Memphis et Derrière l'amour. Et ce spectacle, à l'époque, va battre un record car il va attirer plus de 200 000 personnes, ce qui est énorme. Et dans une autre teinte, un événement dont l'accueil est plus mitigé, Hamlet, qui est une réadaptation de la pièce de Shakespeare en un opéra rock, qui devait commencer par un CD puis se transformer en opéra, sauf que le CD ne s'étant pas vendu et n'ayant pas intéressé grand monde, l'opéra rock ne verra jamais vraiment le jour. Et on arrive en janvier 1979. Un nouvel album va sortir, enregistré à Los Angeles, et il va s'appeler Hollywood. Au moins cette fois c'est plus logique. C'est un album plein d'influences, plein de styles musicaux différents, et il va donner lieu à un nouveau spectacle. Attendez, on parle du mec qui a voulu faire Johnny Circus et Hamlet. Ça va pas être standard. Il va faire une mise en scène, il va appeler ce spectacle L'Ange aux yeux de laser. Il va y ajouter de la science-fiction. Vous doutez bien que dans le rock on se contente pas des clopes et de bière, hein. Bon, à cette occasion, Johnny va rempiler avec un inédit. Une chanson de malade, Ma gueule. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Ce spectacle, joué pendant 6 semaines au pavillon de Paris, va attirer plus de 250 000 spectateurs, battant le record de 1976. À la suite de ça, en 1980, un nouvel album, à partir de maintenant, va marquer tout le monde par 2 chansons. Une reprise de Polnareff, La poupée qui fait non, et une nouvelle chanson, Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros, et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Oui,
car c'est un titre à l'origine composé par son ami Daniel Balavoine, qui l'a écrite pour lui. Et quand on l'écoute et qu'on le remet dans le contexte de Johnny, ça paraît évident. Ce qui est ouf là-dessus, c'est que bien que les chansons aient été écrites pour lui, Johnny a l'idée, retourne voir Balavoine et lui dira d'absolument enregistrer cette chanson pour lui sur un de ses albums. Et il a eu raison, car aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne se souvient que de la version de Balavoine, qui est en fait une reprise. Je continue. En 1980, il sort un nouvel album, en pièces détachées. Un album qui aurait dû normalement être marqué par un single, Lady Coco. Tiens. Pourquoi normalement? Car en fait, la maison de disques aimait pas trop le nom du titre, et a demandé à ce qu'il soit renommé en Lady Divine. Et en fait, c'est arrangé pour qu'elle soit jouée le moins possible et la moins possible mise en avant. Ça a pas aidé à faire passer le titre. Faut être honnête, depuis l'exception de 1976 qui avait fait naître 3 titres qui le suivraient tout au long de sa carrière, et encore maintenant, le public avait plus grand chose à mettre sous la dent. Oui, il y a eu des collaborations sympas, on a eu Ma Gueule, on a eu Je ne suis pas un héros. À l'époque, ça a pas marqué grand monde, et on voit aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Ça manque un peu de nouveaux hits, de nouveaux titres intemporels, comme nous avait habitué le bon Johnny. En même temps, faut savoir qu'en 1980, il divorce de Sylvie Vartan. En 82 seulement, il va divorcer d'une autre femme, Babette Etienne. En 83, il va se mettre en couple avec Nathalie Baye et avoir avec elle une fille, Laura Smet. Ça fait beaucoup de changements dans notre vie personnelle, qui est un pilier de l'équilibre de chaque être humain, soyons clairs. Quoi qu'il en soit, musicalement, entre 82 et 85, Johnny se cherche beaucoup. Bon, je dis ça, il fera quand même 10 albums. L'accueil des disques est mitigé, il n'y a pas d'unanimité, mais il reste quand même le roi des rockers. Ça, personne lui prendra. Il va peut-être pas briller en studio, mais il va briller sur scène, grâce à son nouveau projet Fantasmalidé, qu'il va jouer au Palais des Sports, non pas 9, non pas 23, mais 58 jours d'affilée. Bon, avec 4 jours de pause au milieu, mais c'est énorme les gars. Enfin... Dans ce projet sur scène, Fantasmalidé, Johnny incarne le survivant. Mis en scène, entre les musiques, une histoire où il se bat comme ultime survivant de l'humanité contre des mutants et des zombies. Je sais pas si vous connectez, mais entre cette époque, il y a Mad Max qui est sorti. Et c'est totalement inspiré de ça. Il l'assume complètement, il adore le concept du truc. Pour un Français, avec les moyens qu'on peut avoir en France, les tailles de salles, etc., c'est un truc de fou. Des cascades, des mises en scène, des chorégraphies de partout. Il va se donner à fond tellement qu'il va manquer de ses borniers, avec une hache, et qu'il va se péter la hanche, jusqu'à en avoir une prothèse. Un truc de fou encore. Fin 84, il va enchaîner encore au Zénith de Paris, et marquer un record de durée de programmation dans toute l'Europe. Là encore, il force, il se donne tellement qu'il finit par tomber en syncope le 8 janvier, juste après un show. Hospitalisation, on le met au calme, et on lui dit qu'il doit se reposer. La tournée allait finir dans un mois, il aurait très bien pu l'annuler, mais non, il va se reposer 3 semaines, et dès qu'il va se sentir d'attaque, pouf, il va retourner sur scène et clôturer les 3 dernières dates. Parce qu'il y a des gens qui ont payé, c'est ses fans, ils lui font confiance. Faut pas déconner. Là, on arrive à la fin d'une ère, une période qui se boucle avec l'arrivée du top 50, qui, à la place des hit parades existants, va définir le classement d'un artiste non pas à son nombre de semaines dans les classements, mais à son nombre de ventes totales. Et la surprise, de tous les anciens des années 60, Johnny est le seul à rivaliser avec les artistes de cette décennie. Et tout ça sans avoir sorti un album, mais surtout un titre marquant depuis 5 ans. En même temps, faut dire que le rythme imposé par Philips ne l'aide pas du tout. Sortir un album par an et les 45 tours qui vont avec, même si t'es bien entouré, de musiciens, de paroliers, de compositeurs, tout ce que tu veux, c'est inhumain. C'est pas possible. Ouais, parce que si vous aviez pas compté, en 24 ans de carrière, il a sorti 36 albums. Ça fait un album et demi par an. Et je compte que les albums, pas les albums live, les 45 tours, les 33 tours, les EP. Bon, il a de la chance, chez Philips, le directeur va changer, et Alain Lévy, le patron, va se rendre compte que le rythme, il est pas gérable. Il va proposer, donc à Johnny, de lui laisser plus de temps. Parce que pour lui laisser plus de temps, il permettra de travailler mieux ses compositions et d'arriver à faire plus de hits, donc plus de cash pour tout le monde, c'est très bien. On fait comme ça. En même temps, la naissance de Laura lui avait fait revoir un peu ses priorités. Il savait probablement qu'il n'avait pas été assez là pour David, à cause de son boulot, il voulait un peu se rattraper. En plus, Nathalie Baye, sa nouvelle compagne, lui faisait rencontrer d'autres personnes, peut-être un meilleur entourage, un peu plus intellectuel, qui recherchait des choses différentes. Et ça va l'amener à tourner avec un réalisateur légendaire aussi, Jean-Luc Godard. Avec Godard, il va jouer dans Le Détective et camper le premier rôle aux côtés de Nathalie. Mais au-delà du cinéma, il va aussi faire la rencontre d'un musicien, Michel Berger, avec qui il va coécrire son album de relance, Rock'n'Roll Attitude. Et arrive, sans aucun doute, grâce à la touche Berger, un single de légende, quelque chose de Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie,
avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Nous sommes en 86, et côté perso, pour Johnny, ça va pas fort. Concilier sa carrière et sa famille reste difficile, il se sépare de Nathalie Baye. Ça sera aussi la première année de toute sa vie, il ne jouera pas sur scène. Une pause? Non, il va rester à fond. En 86 et 87, il tourne avec Costa Gavras dans Conseil de famille, et dans Terminus de Glenn. Mais surtout en studio, il écrit et enregistre un album, coécrit avec Goldman, Gang. Cet album de 10 titres contient à lui seul 4 classiques. J'oublierai ton nom, L'envie, Laura et Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Cet album, il va être certifié double platine en seulement 2 semaines. Et ça va l'amener à faire une tournée en commençant par Bercy, puis dans toute la France, jusqu'en 1988. Encore une petite avancée rapide en 3 dates. En 88, il va soutenir Chirac lors des élections contre Mitterrand. Ça va lui valoir pas mal de critiques bien acides, et surtout, une poupée chez les guignols de l'info. Vous savez, celle qui fait... On continue, en 89, il sort Cadillac, un nouvel album double platine, dans lequel il fera un duo avec Vanessa Paradis, Si j'étais moi. Toujours en 89, comme si la musique suffisait pas, il sera aussi à la tête d'une série policière sur France 2, David Lansky. Et enfin, il participe aussi à la toute première tournée des Enfoirés, qui récolte des fonds pour les Restos du Cœur de Coluche. Fin de l'avance rapide, en 1989, l'année se clôture avec la disparition du père de Johnny. Ça va beaucoup le marquer, car il va se retrouver seul, et vraiment seul, sans personne d'autre, à la cérémonie, ce qui aura un goût de solitude, de tristesse et peut-être d'inachevé. Dans un registre totalement différent, au printemps 90, il va annoncer être en couple avec Aline Blondiot, qui est la fille de son ami de longue date, rencontré au Golfe de Rouault, Longue Crise. Ouais, le mec avec qui il avait fait l'album en 66 et qu'il a rencontré dans les années 50. Je vous ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Déjà, à cette époque, la relation, elle questionne. Ok, c'est des mœurs différents, mais il y a quand même un écart d'âge. Elle avait 19 ans, lui 47. Ça fait jaser. Certains trouvent ça normal, c'est questionnable. D'autres critiquent. Je peux comprendre. Malgré tout ça, et les critiques, dont celle du père d'Adeline, ils vont finir par se marier en juillet. Johnny retourne en studio, cette fois-ci à New York, et va créer un album, Ça ne change pas un homme, cette fois-ci en collaboration avec Patrick Bruel et John Bon Jovi. Cet album, il va donner lieu à une nouvelle résidence à Bercy, et un nouveau spectacle de 3 dates, Parc des Princes, retient Tani. Pour son entrée en scène, le roi incontestable du rock décide de passer par la foule, de traverser toute la fosse, accompagné de caméras de sécurité bien sûr, pour monter sur scène. Et c'est marrant parce qu'il y a 30 ans, il n'aurait carrément pas pu faire ça, vu comment son public était déchaîné. En tout cas, c'est pas risqué, il va payer. Ces images, elles vont être diffusées très largement, en France, à l'international. Tout le monde va parler de ça. Ce spectacle se fera 3 soirs d'affilée dans le Parc des Princes, et ça sera une claque visuelle et auditive de plus de 3 heures. Et il sera accompagné de guests, Michel Sardou, Eddie Mitchell, et même Sylvie Vartan et son fils David Hallyday. La même année, les statistiques finissent par tomber. Johnny Hallyday venait de vendre plus de 100 millions de disques. Il méritait son statut de légende. Bon, vous avez l'habitude, pour pas que ce soit trop long, on se refait une avance rapide. Johnny va continuer à sortir des albums. Côté personnel, c'est plus compliqué. Il va divorcer, puis se remarier, puis redivorcer, puis se séparer une fois pour toutes d'Adeline Blondiot en 1995. Au même moment, il va faire la connaissance de Laetitia Boudou, qu'il va marier 1 an jour pour jour après, en 96. Quelque part pour lui, c'était une consécration, mais il ne le savait pas encore, car il venait d'épouser celle qu'on appellerait bientôt Laetitia Hallyday, et qui sera à ses côtés jusqu'à la fin. Bon, je continue mon fast-forward. Il monte un show à l'américaine, à Las Vegas, où il fait venir des fans français pour un concert, une expérience unique. Il va prendre aussi, une fois n'est pas coutume, et enfin un peu de repos, une année sabbatique. Mais il participera quand même au concert pour les Restos du Cœur. Puis on arrive sur une année charnière, 1998. Tout d'abord, cette année, dans Le Monde est publié un article, une confession de Johnny, un peu à cœur ouvert dans la presse. Dans celui-ci, il va se confier beaucoup sur ses excès, et notamment la drogue. Il dira mot pour mot, et je vais lire, la cocaïne, oui, j'en ai pris. Maintenant, j'en prends pour travailler, pour relancer la machine, pour tenir le coup. Je suis pas le seul d'ailleurs, circule à mort chez les musiciens.
Il n'y a pas à s'en vanter, je n'en suis pas fier. Il faut bien savoir que nos chansons, on ne les sort pas forcément d'une pochette surprise. C'est le début d'une nouvelle image. On casse un peu la légende, on y ajoute du réel, du vrai, on assume ce qu'on est, un être humain qui fait aussi des conneries. C'est un peu plus de sagesse, un peu plus de recul. Et ça se voit aussi dans le style. On abat les cheveux longs, on laisse tomber la peau bien lisse, le côté très flamboyant de rocker. On change un peu de style, vestimentaire. On a un petit registre esthétique aussi, mais on a surtout l'apparition de ce bouc qui ne quittera plus jamais, qui reste un peu la tête de Johnny dans l'imaginaire de tout le monde. C'est quelque chose de différent. Dans la foulée de ce renouveau, un nouvel album va sortir, coécrit avec Pascal Obispo. Et on va bien sûr reproposer une nouvelle série de concerts. Il y aura une seule date à retenir, le 5 septembre. Ce jour-là, Johnny arrive dans un hélicoptère piloté par Michel Drucker. Cette anecdote est vraie. Et c'est à cette occasion qu'il va jouer une chanson, qu'il a composée avec Obispo et Zazie, une chanson faite pour l'événement, sous les feux d'artifice, la pluie torrentielle et la foule en délire. Allumez le feu. Et ce soir-là, pendant quelques minutes, le feu éteindra la pluie. Cette chanson, pour beaucoup, reste sûrement la plus connue et la plus appréciée de son répertoire. C'est aussi le marqueur pour lui d'une nouvelle vague de popularité. Alors oui, il avait chez les plus anciennes générations maintenant, parce que beaucoup de temps était passé, cette statut de légende. Mais là, il venait de le gagner aussi pour une plus jeune. Et ce sentiment, il va se confirmer avec un nouvel album, 100%, qu'il va écrire avec son fils David Hallyday, et dont le titre est aussi une chanson qui est un message d'amour à ce fils. Cet album, de façon très surprenante, quand on se dit que le mec est là depuis les années 60 et qu'on est dans les années 2000, va se vendre à 6 millions d'exemplaires. Ce qui sera en fait la meilleure vente de toute la carrière de Johnny Hallyday. Avec tout ça, la popularité la plus haute de sa carrière avait été atteinte. Et qui dit grande popularité, dit succès, et qui dit succès chez Johnny dit gros événement. Il va jouer cette fois au pied de la Tour Eiffel, devant des dizaines de milliers de personnes, mais surtout devant des téléspectateurs en direct, plus de 8 millions. Il va également faire le tour de 1000 pour fêter millénaire. Il va passer par Montréal, par Lausanne, par Bruxelles et par Paris jusqu'à l'Olympia, où il n'avait pas mis les pieds depuis 25 ans. Petite anecdote, le Johnny Hallyday va s'intéresser au sport auto. Il va s'inscrire avec son beau-papa, André Boudou, au rallye de Tunisie. Et ils vont finir 43e. Bon, ça va pas les décourager, ils vont se réinscrire dans la foulée au rallye du Maroc, et cette fois-ci, ils finiront 21e. Ce qui en vrai est pas dégueu pour un mec qui fait de la musique et qui est plutôt motard dans l'âme. Revenons à nos blousons. En 2002, Johnny Hallyday va être chargé d'une tâche extrêmement importante, celle de réaliser l'hymne de la Coupe du Monde de l'équipe de France de football. Et grâce à ça, on va avoir la chanson Tous Ensemble. On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec vous. La chanson elle fait sourire, hein, ça va, laissez-le un peu. C'est quand même un symbole fort. La chanson, tout comme l'équipe de France, est un symbole d'unité nationale, c'est pas rien. D'ailleurs, le single il va se couler à 600 000 exemplaires bien avant le début de la compétition. Et dans la foulée, il va sortir un album qui va s'écouler à 1 300 000 lui. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est un single qui va se démarquer des autres et qui vendra autant que l'album, Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Vous connaissez la chanson, chez Johnny, un succès égale des événements. Il remplit 4 Parcs des Princes, 4 Bercy. Ciao, bonsoir. On est vraiment dans une époque où Johnny n'a plus rien à prouver. Chaque sortie se vend comme des petits pains. Chaque tournée, chaque concert est plein à craquer, qu'importe la taille de la salle. On empile à ça sa carrière cinématographique. J'en parle un peu, mais vraiment qu'un peu. Ça va l'amener à tourner avec les plus grands. Tellement qu'il va recevoir un prix, le prix Jean Gabin, pour son interprétation dans L'Homme du Train, où il va quand même donner la réplique à une légende de l'acting français, Jean Rochefort. Ce qui est un exploit de fou après 42 ans de carrière. Malgré cette période remplie de succès, et que tout avait l'air d'aller bien pour lui, il va se séparer le 5 janvier 2004 de son label Philips. En vrai, ça pue, parce qu'il va dénoncer la façon dont le label l'a traité pendant 41 ans. Comment le label l'a dépouillé, selon lui. Il faut le comprendre, ce contrat, il l'a signé à peine majeur, à 18 ans. T'es pas trop au courant de ce qui se faisait à l'époque.
Puis il a vu son label Philips devenir Polygram, puis Phonogram, puis Universal. Baladé de l'un à l'autre, il avait plus l'impression d'être une marchandise que quelqu'un. On ajoute à ça ses embrouilles avec le fisc. Lui qui n'était pas trop porté comptabilité mais plus musique, avait fait déléguer ça à d'autres personnes, qui vraisemblablement l'avaient entubé. Ses dettes qui n'avaient fait que grossir étaient devenues donc trop grandes, et au moment où il a eu besoin de chercher de l'aide, il a préféré s'approcher de son label, qu'il suivait depuis le début, plutôt que d'experts financiers ou de comptables. Ou le fisc, tout simplement. Et le label, pour lui venir en aide, lui aurait proposé des clauses un peu particulières, les amenant à son contrat, lui permettant de renoncer à une part de ses royalties, en échange du label qui remboursait ses dettes, et lui se rembourserait donc sur ses royalties. Vraisemblablement, ce que dit Johnny quand il attaque le label, c'est qu'à la fin, il ne touchait même plus 10% de ce qui devait lui revenir, parce que tout était grappillé par Universal. Forcément, si c'est vrai, on comprend que ça lui monte au nez. Pour lui, aucun retour possible, pas de négo, il les attaque direct au prud'homme, pour un procès qui va durer... ça va donner pas mal d'embrouilles en vrai, et il va quand même devoir signer avec eux un dernier album. Il va l'appeler Ma Vérité, qui est à peine une pique à Universal et à ceux qui défendraient Universal plutôt que lui-même. Johnny, en fait, là, actuellement, veut montrer qui il est. Il veut sortir de l'image que lui imposait le label, les médias, pendant 40 ans. Il veut s'affirmer et montrer que lui aussi veut défendre ses propres intérêts, ce qu'on peut comprendre. Le message est clair, c'est pas qu'une bête de scène, le taulier infaillible dont on parle de partout, c'est aussi un être humain qui a des soucis et qui veut faire savoir quand c'est trop. De cet album, étrangement, on retient un single qui est aux antipodes de cette colère. Un magnifique morceau qui a été créé pour l'arrivée de sa fille Jade, Mon plus beau Noël. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Cet album, il va venir clôturer 44 ans de collaboration avec Universal. 44 albums studio, 22 albums live, plus de 1000 morceaux enregistrés et surtout des millions de disques vendus. On est en 2005 et Johnny signe chez Warner. À partir de là, même si sa carrière reste chargée, il veut relâcher un peu la pression. D'abord pour lui, évidemment, il est plus tout jeune, mais surtout pour sa famille. Il veut en profiter pour de bon cette fois. Bon, malgré tout, après un peu de repos, il va reprendre une petite tournée. Et l'objectif, c'est refaire toutes les scènes parisiennes qui l'ont déjà vu passer. C'est comme ça que, en plus de l'Olympia, du Zénith de Paris, de Bercy, de la Cigale, il va investir plein de scènes en France. Au total, 111 représentations pour plus d'1 million de spectateurs. Mais c'est le patron quand même. Pas fâché avec le travail, malgré ses 62 ans, il va quand même trouver le temps de jouer dans un film. Jean-Philippe, de Laurent Turel. Alors c'est marrant, c'est un film sur la vie de Johnny. En gros, Fabrice Lucchini campe le rôle d'un fan absolu de Johnny, et il se réveille un matin, et Johnny n'est jamais devenu Johnny. Et à la place, il est devenu gérant d'un bowling. Et toute l'histoire, c'est de convaincre ce Jean-Philippe de devenir Johnny, par ce fan qui est le seul à se souvenir de lui. C'est de l'autocritique, c'est marrant, il a décidé d'y participer, il a joué le jeu. Ça apporte aussi un regard sympa sur sa façon de s'autocritiquer et critiquer son héritage qui déjà à cette époque tendait à moquer un peu le côté rocker, biker et t-shirt tête de loup. À la suite de ça, en 2007, il va encore faire 2 annonces. Déjà la sortie de son 45e album, Le Cœur d'un homme, qui ne fera que, guillemets, intersidéral 500 000 ventes, puisqu'on avait déjà la hausse du streaming légal et illégal qui venait rogner en fait les chiffres. Et puis il va annoncer sa dernière tournée, le Tour 66, la der des der avant la retraite. 66 pour ses 66 ans, mais aussi pour la route 66, l'Amérique, Johnny quoi. Cette tournée, elle va trouver son point culminant par... un Stade de France, oui, un Stade de France. Et encore un album live, parce que tant qu'on y est, autant rentabiliser. Mais surtout, elle va se clôturer chaque soir avec une reprise mémorable de Gilbert Bécaud. Et maintenant... Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? À 66 ans, Johnny il avait bien le droit de raccrocher le micro. La petite sœur de Jade, Joy, venait d'arriver. Il était grand temps de passer du temps avec leur jeune fille et de les voir grandir. Chance qu'il n'avait pas pu avoir à cause de sa carrière pour David et Laura. On comprendrait donc le choix du taulier de prendre du recul et de vivre paisiblement sa retraite, lui qui avait déjà tout atteint en termes de vente, en termes de popularité et en termes de musicalité. Puis, faut le dire, et on n'en a pas trop parlé, mais cette même année, sa santé continue à décliner. Il avait eu déjà des problèmes, trucs de hanche, pas mal d'accidents. Et en fait, en moins d'1 an, il avait été opéré d'un cancer du côlon et d'une hernie discale.
Ce dernier souci va être horrible et va impliquer 2 opérations. On apprendra plus tard que pendant cet épisode difficile, on a fait perdre plusieurs fois le chanteur. Si on creuse entre la presse et le on-dit, on se rend compte que déjà plusieurs mois pendant la tournée, il souffrait énormément. Jusqu'à un stade où ni le mental, ni le médicament, ni l'alcool, qu'il prenait un peu pour s'aider, ne suffisait plus. Et la seule solution pour le calmer était de le plonger dans un coma artificiel pour pouvoir l'opérer. C'est quand même dingue. Cet épisode, il va avoir des conséquences horribles sur sa santé physique, mais aussi mentale, et celle de sa famille aussi. Ils vont devoir gérer, avec en tête Laetitia, ils vont être assaillis de questions, des journalistes, des fans qui veulent absolument savoir ce qui se passe sur le chanteur, enfin, leur vie privée va être mise vraiment rudement à l'épreuve. Tout cet événement, tout ce bordel va l'amener en fait à devoir prendre du repos forcé. Il y a une convalescence qui va durer 1 an. 1 an loin des projecteurs, et heureusement des ragots. De ce qu'on sait, c'était pas uniquement le physique qui était atteint, il y avait le mental, mais il y avait surtout sa voix, il n'était même plus en capacité de parler, de s'exprimer. Alors chanter, c'était compliqué. Heureusement, dans cette épreuve, il est bien entouré. Et c'est grâce à sa famille, c'est sûr, mais aussi grâce à des proches comme Charles Aznavour, Jean Reno, Lynn Renaud, qu'il a peut-être pu trouver le moyen d'aller mieux. À l'heure où le corps atteint ses limites, beaucoup auraient raccroché. Et en vrai, il avait plus rien à prouver. C'est mal connaître le taulier. Comme depuis 50 ans, à chaque souci, à chaque pause, la scène ne l'appelait pas. Elle venait le chercher. Il va doucement se remettre le pied à l'étrier en participant à des albums. Celui de Lynn Renaud et de Patrick Fiori. Puis le 3 décembre 2010 va sonner le retour du roi. Pas dans un Olympia ou dans un énorme stade, que pour lui, non. Il va apparaître à l'Arena de Montpellier, aux côtés de Mathieu Chédid, qui lui faisait son concert là-bas, pour reprendre ensemble Tanagra. Je suis hors de moi. J'aimerais te dire que je suis à toi, esclave ou satire. Je suis fou de toi. Si on compare à l'échelle française et pop culture générale, c'est aussi improbable qu'un Jay-Z Linkin Park à l'époque. Plus qu'un concert, plus qu'un morceau, M et Johnny Hallyday vont partager un album, le 47e du chanteur. C'est comme ça qu'en mars 2011 sort Jamais Seul. Jamais, non, jamais seul. L'album se vend moins bien, 185 000 exemplaires. Ça reste quand même un très beau chiffre, même si c'est pas au niveau de ce que nous a habitué le taulier. Mais bon, il revient de loin, c'est indulgent quand même. Jamais rassasié, à 68 ans, il va encore faire un nouveau truc. Il va camper le premier rôle dans une pièce de théâtre, Le Paradis sur Terre de Tennessee Williams, en plein milieu du théâtre Édouard VII, en plein milieu de Paris. Ça c'est fort. Mais surtout, il va lancer une nouvelle tournée. Mais c'était sûr, en fait, il peut pas s'arrêter. Et il va pas faire semblant. C'est la 181e, on va y mettre le feu. Ce qui va l'amener à battre un record, 9 stades de France. Ce qui, pour l'époque, est un record jamais battu. C'était le premier artiste à faire 9 dates. Pourquoi être étonné? Le mec, ça fait un demi-siècle que Paris c'est chez lui. Où qu'il aille, il remplit tout. Et puis la tournée, elle se termine le 3 août. Puis laissez tomber ce qu'il a dit sur la retraite, il continue, il retourne à Los Angeles sans enregistrer un album. Sauf que là encore, le mental est puissant, mais le corps, il rattrape. Il va être atteint de tachycardie, et il va être hospitalisé d'urgence. Programme, plein d'examens, et même un petit passage en service de réanimation pour être sûr que tout va bien. Est-ce qu'il comprend ce que son corps essaye de lui dire? Non. Au bout de 2 semaines seulement, il retourne en studio, et au bout de 4 autres, il recommence une nouvelle tournée, de Montréal à Moscou en passant par Tel Aviv. Et en même temps, il va ressortir un 48e album avec Yvan Cassar, L'attente. Dans cet album, on retient une chanson qui correspond bien à son état d'esprit du moment. 20 ans. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette, où l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on a plus 20 ans? 20 ans, c'est un message à son public, un brin nostalgique, où il dit vouloir continuer à vivre la vie comme s'il avait 20 ans, même s'il a conscience des sacrifices et du besoin de prendre le temps de le faire. Prendre le temps, d'accord, c'est très bien, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. En juin 2013, il veut faire une putain de fête pour ses 70 ans. Il décide donc de réserver un Bercy. Il y a 20 000 chanceux qui vont fêter avec lui son anniversaire. Et pas que, parce qu'il y aura aussi Charles Aznavour, du Florent Pagny et du Eddie Mitchell qui viendront l'accompagner. Et ça va pas lui suffire.
Non, non, non. Direct après avoir fini de Bercy, il va rempiler pour un autre concert devant 600 autres chanceux, des stars, des célébrités cette fois, et continuer, au fil de la nuit, à fêter son anniversaire. Allez, 20 600 personnes, ça suffit pas, donc il va rempiler une tournée, avec 700 000 autres spectateurs qui va l'amener dans plusieurs villes. En fait, Johnny, il est en plein renouveau. Il est pas passé loin il y a pas longtemps, et il se fait plaisir, il profite. C'est génial. Quitte à kiffer, autant partager avec quelques copains. Il va avoir l'idée, grâce à Eddie Mitchell, de fonder avec lui et Jack Dutronc un trio, les Vieilles Canailles, dont le but serait de faire des concerts ensemble pour faire les reprises ensemble des succès de chacun. Et là, ils vont se faire quelques dates, ils vont se faire kiffer, ils vont même sortir un album du même nom après coup. Et de celui-ci, on retient une chanson en particulier, On veut des légendes. On veut des légendes, des légendes, à consommer toutes prêtes sur commande. Les mythes nous rangent, mais tiennent le monde, grâce à nos marchands d'illusions. Vraiment, laissez tomber l'idée qu'il porte à la retraite, c'est plus du tout d'actualité, le mec va même continuer à charbonner seul de son côté et nous sortir 2 albums. Restez vivant en 2014 et De l'amour en 2015. Cet album, il va être composé avec un artiste du moment, plutôt talentueux, Yo Delis, mais surtout il va être produit par un producteur légendaire, Don Was, qui a entre autres produit les Rolling Stones et Bob Dylan. Ah! Rester vivant, c'est un souffle de vie. C'est une volonté du rocker de montrer qu'il sera toujours là jusqu'à la fin pour son public. Il veut aussi se livrer un peu plus, rentrer dans des chansons qui le mettent un peu plus à nu, qui sont moins dans de la tendance. Il veut leur montrer qu'il est là, tout entier pour eux. Et c'est beau. On le disait, en 2015, en pleine tournée de 90 dates, il va sortir De l'amour. Cet album est très différent, il est beaucoup plus engagé. Il parle du conflit en Syrie, du mouvement Black Lives Matter, et surtout, il sort un 13 novembre 2015, un triste jour pour la France. À la suite des attentats, ces concerts se transforment. Ça devient plus qu'un moment de musique, un moment de recueillement, un hommage. Ça devient un peu un refuge face à la colère et la peur, le calme et l'apaisement de la musique, où tout le monde peut se réfugier. Alors on savait que le mec était une idole, on savait que le mec était une légende, ça c'est sûr, et maintenant c'est aussi un refuge. Nous sommes en mars 2017, et on apprend par le piratage du compte Facebook de Laura Smet, la fille de Johnny, que celui-ci est atteint d'un cancer incurable. Peu après, le magazine Closer en rajoute bien une couche en précisant que son état semblerait préoccupant. Là, le public et les médias s'enflamment, c'est le bordel, Johnny veut jouer la carte de l'honnêteté. Il confirme être atteint d'un cancer du poumon, mais qu'il se sent plutôt bien, que les traitements vont commencer, que il se battra. Et là va commencer une lutte silencieuse de Johnny, où lui il va lutter contre son cancer et sa famille va se plier en 4 pour que le moins d'infos possible sortent là-dessus, face aux fans et aux press people affamés de savoir ce qui se passe. Encore une fois, Johnny aurait pu prendre du recul, décider de se soigner, d'être moins en face des caméras pour avoir un peu plus de tranquillité, et surtout passer plus de temps avec sa famille. Mais pour lui, hors de question de trahir le public. Il sera là jusqu'au bout. Il va faire une tournée de 17 dates, avec les Vieilles Canailles. Et plus tard, Eddie Mitchell dira même que Johnny faisait sa chimio le matin pour être le soir même sur scène. Un malade. Par-dessus ça, il trouvera aussi la force d'enregistrer d'autres morceaux pour un nouvel album. Et puis, va arriver le moment où il enregistre vraiment, sans vraiment le savoir, son dernier morceau. Et le hasard fait assez bien les choses, il le fera avec son ami de toujours, Eddie Mitchell, dans un morceau qui résume assez bien ce qu'il a été tout au long de sa vie. C'est un rocker. Et le mode rétro avec ses wap to wap, bien tu sais dans ma tête, et chanter près de moi c'est un rocker. Il est roller, l'avenir, le passé ne peuvent pas me changer. Après plus d'1 an de lutte, le 13 novembre, Johnny Hallyday est hospitalisé pour détresse respiratoire à Paris. Là, l'acharnement médiatique est horrible. Tout le monde veut savoir ce qui se passe, les gens campent devant l'hôpital ou devant chez lui, tout le monde spécule, on en parle tous les jours aux infos. Le 18 novembre, il a quand même regagné son domicile chez lui à Marne-la-Coquette. Puis il s'éteindra le 5 décembre 2017, à 22h10. La France est en deuil, les émissions spéciales se succèdent, les attentions pour le chanteur aussi. Pour lui, on privatise la Madeleine, on fait un hommage national. Ailleurs, à l'étranger, au CNN et au New York Times, on salue la carrière de Johnny. Et on lui donne un dernier surnom qu'il portera dans sa légende, le French Elvis, l'Elvis français. Fidèle à lui-même et surtout à ses fans, il leur fera un dernier cadeau, un 51e album, certes publié à titre posthume mais enregistré de son vivant, Mon pays c'est l'amour. Cet album, bien sûr, il va exploser les statistiques, avec 7 millions de streams en moins de 3 jours. Et de cet album, on retient une chanson, son propre requiem en quelque sorte, J'en parlerai au diable. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner.
Une chanson pleine d'honnêteté qui parle de lui en tant que roi, mais de ses démons. Une chanson qui s'adresse à l'au-delà, presque un défi. Quelque chose où il livre une version honnête de lui-même, montrant que jusqu'au bout il aura essayé d'être honnête, et qu'il n'a pas peur de ce qui se passera après. C'est une chanson qui, quand on connaît le contexte de son écriture, est à la fois pleine d'espoir et de mélancolie. Puis dites-vous qu'il a enregistré ça avec une maladie très avancée, seulement quelques mois avant sa disparition. C'est énorme. C'est comparable à ce que Freddie Mercury avait fait avec Show Must Go On, quelques mois avant la sienne. Ainsi nous quitte le taulier. 57 ans de carrière, 51 albums, 29 albums live, 165 singles, des millions de ventes, 184 tournées, et plus de 29 millions de spectateurs. Né Jean-Philippe, est devenu très vite Johnny, il était devenu pour beaucoup un dieu, et pour d'autres, un diable. En réalité, il n'en était pas moins un homme, dont les démons l'ont amené parfois vers le meilleur, parfois le pire. Pour moi, l'histoire de sa vie s'arrête là. Je vais pas vous parler des albums posthumes, ni de la guerre d'héritage qui oppose Laetitia et ses enfants, ça m'intéresse pas. Moi, je voulais vous parler de sa vie, de la vie de Johnny Hallyday. Comme vous vous en doutez, quand on veut parler d'un monument Paris, c'est très difficile de faire la part des choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. C'est très difficile d'être objectif. Johnny de son vivant, et de sa mort aussi, il a fait couler beaucoup d'encre. Et là, je vous ai présenté une version qui rejoint surtout celle du mythe. Collectivement, c'est sûr, en majorité, Johnny est perçu comme un mythe, un dieu vivant. Et pour moi, pour mieux le comprendre, il faut aller au-delà de ses paillettes et se rapprocher de l'homme. Car sans ses démons, Johnny ne serait tout simplement pas Johnny. L'erreur qu'on fait tous quand on s'intéresse à une idole, c'est de croire que tout est parfait. La vie de Johnny est loin d'être parfaite, l'homme non plus d'ailleurs. On va d'abord parler de son enfance. Jean-Philippe se construit dans une famille qui est celle de sa tante. Tante qui est la sœur d'un père absent. Tante qui remplace sa mère qui ne s'occupe pas vraiment de lui en fait. Très vite, il voyage. Il est presque apatride, il a pas vraiment de chez lui. Alors c'est sûr, il va découvrir plein de choses qui vont lui être chères toute sa vie. La danse, la musique, le théâtre, la scène, ça c'est une bonne chose. Par chance, il va aussi trouver chez sa tante et ses cousines une nouvelle famille. Et chez Lee, une sorte de nouveau père. Mais très tôt, il va aussi vivre avec l'injonction de devenir célèbre, que c'est la seule chose qu'il doit atteindre dans sa vie. Ça va créer une dépendance à ça. Si on combine un peu tout ça, il n'y a pas besoin d'être un grand psy pour se rendre compte que c'est à cause de ça qu'il a ce côté insatiable. Qu'il est obligé de toujours aller dans cette fuite en avant pour aller vers le public. Dans un quotidien où la scène représente le Graal et où un chez-soi n'est pas garanti, l'amour inconditionnel d'un public, le côté grisant de la popularité, est un refuge. Les plus poétiques diront que Johnny, à l'image d'un rocker, est un feu ardent. La vérité, c'est comme tous les rockers, il est dans l'excès. Là où certains ouvrent des portes, lui, il les enfonce. Il a une rage de vivre et de faire qui est assez exceptionnelle. Beaucoup pensent que derrière ça se cachent ses propres peurs. Celle de ne pas donner assez, celle de ne pas être à la hauteur, et quelque part, plus tard, celle de perdre ce public qui lui donnait et qui l'aimait tant. Cette façon de penser et d'agir va l'amener à faire des choix extrêmes. Parfois pour le bon, parfois pour le mauvais. Dans le bon, il va donner beaucoup de sa personne. Importer des genres musicaux, créer des ponts avec d'autres cultures, faire des concerts et des albums mémorables. Il va oser aussi tenter en France des scénographies, des projets que personne n'aurait osé, même si parfois ça a eu peu de succès, mais le plus souvent ça a rencontré des succès énormes et c'était devenu des exemples en fait pour d'autres artistes. Au fil de sa vie, on le verra aussi utiliser sa notoriété pour la bonne cause, contre le VIH, pour les Restos du Cœur, dans différentes représentations caritatives. Il ira même parler des conflits, se positionner un peu en tant que refuge lors des attentats. Mais dans le mauvais, il va maintes fois fuir le fisc, trempé dans des montages financiers douteux. Il va aussi avoir des prises de position contestables, se faisant interdire de scènes, de lieux, voire même de pays. Plus grave, il va se plonger aussi tout au long de sa vie dans de nombreux excès, d'abord le travail, ensuite l'alcool, puis la violence et la drogue. Tout ça le mènera d'ailleurs au tribunal, parfois de son fait, parfois du fait d'autrui, pour être jugé ou non. Mais cela va soulever beaucoup de questions, et opposer deux faces de la pièce qu'est Johnny. L'image perçue du chanteur, la face que l'on connaît tous, à celle que l'on ignore, la sincérité et l'intégrité de l'homme. Si je vous parle de tout ça et que je fais ce listing, ce n'est pas gratuit. Pas du tout. Au contraire, j'aimerais juste vous montrer qu'il n'est pas hors norme. Comme tout le monde, comme chacun de nous, il est capable du bon et parfois du mauvais. Si vous mettez tous ces éléments en parallèle de la biographie qu'on vient de voir longuement ensemble, vous vous rendrez compte d'une chose. Toute sa vie, il a été sur la ligne. À la fois sur un côté très créatif et à la fois si proche de tomber dans les travers du pouvoir et de la célébrité. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce statut de légende s'est payé très cher, car on ne peut pas avoir une carrière aussi florissante sans de nombreux sacrifices. Sur soi, ce qui est déjà important, et parfois sur d'autres, ce qui l'est encore plus. Maintenant qu'on a dit ça, vous allez me dire, d'accord, tu nous mets à la gueule tous ces travers. Mais du coup, pourquoi était-il autant apprécié? Eh bien pour moi, c'est grâce à deux de ses grandes qualités, son honnêteté et la fidélité à son public. Bien sûr, c'est que de la spéculation, je peux pas vraiment savoir qui était la personne. Ça, je vous l'accorde. Mais je suis convaincu que Johnny était un type honnête.
Le type a toujours assumé qu'il était avec un aplomb assez bluffant, devant la média, devant son public, dans n'importe quel cas de figure. Que ce soit pour défendre ses positions ou s'excuser, on sentait chez lui une profonde honnêteté. Il ne voulait pas décevoir, ça se sentait. Et je pense que le public le ressentait aussi comme ça, et ça suffisait à créer une forme de respect pour cette honnêteté, une proximité aussi avec lui. Là, on était surtout dans le subjectif, dans ce que je viens de vous dire. Mais si on fait un pas en arrière et qu'on se focalise sur l'objectif, il y a une vérité absolue, et donc qui est mon deuxième point, le mec n'a jamais trahi son public. Jamais. Pour moi, le public, avant la musique, était la priorité de Johnny Hallyday. Blessé, hospitalisé, tourmenté, accusé, sa priorité aura toujours été de revenir vers son public. Faut comprendre que pour Johnny et ses fans, surtout les fans les plus absolus, ce n'était pas de la musique, ce n'est pas du divertissement qu'ils s'échangeaient, c'était de l'amour, véritable. Il y a qu'à voir tous les commentaires YouTube sur les vidéos qui sont sorties il y a plus ou moins longtemps, tous les témoignages qu'on peut avoir sur son lieu de sépulture, dans tous les lieux qui ont marqué sa vie. Les gens aiment profondément Johnny, et je trouve ça assez beau en vrai. C'est vraiment la diffusion de cet amour qu'il a eu avec son public qui a dépassé le reste dans le temps, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une considération énorme pour ce qu'était le chanteur. Ceci étant dit, là, mon rôle s'achève. Là, je viens de vous donner toutes les cartes pour que vous puissiez creuser plus profondément la vie du chanteur et vous faire votre propre avis. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vous demande de considérer autre chose. Qu'on le veuille ou non, Johnny Hallyday nous a laissé un héritage. Et non, encore une fois, je parle pas dessus. Et cet héritage, il est culturel, multiple, et il va beaucoup plus loin que vous le pensez. En presque 60 ans de carrière, Johnny Hallyday a eu un impact phénoménal sur la culture musicale, oui, francophone, mais aussi un peu internationale. Et cet impact, ça le dépasse en tant qu'artiste dans son œuvre, mais aussi en tant qu'homme. Déjà, s'il n'a pas importé le rock, c'est un des pionniers qui a fait que ce genre a été diffusé très largement en France et en Europe. Au-delà du rock, grâce à lui et ses expérimentations, il y a des sons plus psychés, plus hard, plus swing qui sont rentrés dans la culture musicale européenne. Il y a aussi eu dans la musique des ponts qui se sont créés. Le fait de faire des reprises américaines, en français, ça l'a amené à côtoyer ces artistes américains. Ça a créé des ponts entre la musique francophone et anglophone. Grâce à ses succès, Johnny Hallyday a pu s'exporter beaucoup, en s'appuyant sur ces ponts. Et il en a profité pour faire bénéficier de sa notoriété à d'autres artistes. Des francophones, ça on l'a cité, du Pascal Obispo, du Michel Berger, du Balavoine, du Zazie, mais également Jimi Hendrix. Tout ça, on en a parlé. Vous voyez très bien où je veux en venir, vous avez bien écouté la vidéo. Je vais vous parler d'autre chose. Normalement, je l'ai un peu mentionné à demi-mot dans toute la vidéo, mais là, on va en parler clairement ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, Johnny, avec son rock, recevait les mêmes critiques que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le rap ou la techno, par exemple. Et c'est drôle parce que le discours est vraiment le même. Ça vient toujours, le plus souvent, de personnes qui ont plus de 40 ans, qu'on soit dans les années 60 ou aujourd'hui. Et les arguments utilisés, ce sont les mêmes. C'est du n'importe quoi, ça rend les gens violents, ça crée des hystéries collectives, c'est pas de la musique. Alors c'est marrant parce que si on parle de violence, si on compare à un concert de Johnny dans les années 60, on en a vu des exemples, avec un concert de Gazo ou de DJ Snake maintenant, il n'y a pas autant de violence, il n'y a pas autant de débordements, il n'y a pas autant de bordel, c'est même pas comparable. La lutte ne se fait plus dans les salles de concert, et je vous laisse cogiter là-dessus. Une autre critique qui revient souvent, surtout avec la musique écrite en français, c'est l'utilisation de la langue de Molière, les paroles. Aujourd'hui, et on l'a vu notamment pendant les JO, une Aya Nakamura se prend une sauce terrible, parce qu'elle utilise la langue française, mais qu'elle ajoute des influences venues d'ailleurs, qu'elle invente un peu des mots, qu'elle la tord un peu dans tous les sens, elle fait un peu sa cuisine pour que ça sonne, ok. Mais ça reste du français, on va pas tortiller du cul pour chez droit. C'est marrant parce que quand on parle de critique de l'usage de la langue, je suis sûr qu'il y a un croisement entre les fans des yéyés, dont Johnny, et ceux qui critiquent ce que fait Aya Nakamura. Si vous faites partie de cette catégorie, vous êtes la génération yéyé. Ou les onomatopées, les trucs pour se donner un genre américain, les anglicismes, des fois qui voulaient rien dire, c'était de partout. Et c'est pareil. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait le pont avec les excuse-Q de tout à l'heure. C'est pas gratuit, c'est une parallèle évidente. Oui, c'est des tics de langage, c'est un style. C'est marrant aussi, si vous voulez. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien que ce qui se faisait avant. Je vous épargne aussi les clashs, les tenues vestimentaires ultra extravagantes, les mises en scène de malades, des batailles sur scène, des lasers, ce genre de trucs. Ça se fait aussi aujourd'hui. Ce sont aussi des parallèles évidentes. On va pas se mentir, depuis la musique classique, depuis l'invention de la musique même, les générations d'après reçoivent toujours les mêmes critiques. C'est pas de la musique, ça dénature la musique. Et c'est justement là qu'on parle de l'héritage de Johnny. Car oui, on a de la chance, Johnny est la première idole française, avec une carrière aussi longue et documentée. Je veux dire que vous avez suivi cette vidéo, on a beaucoup de rush, on a des archives, on a plein de matériel pour suivre sa carrière. Et ça la rend extrêmement réelle,
et c'est très facile de la comprendre. Je pense que c'est évident pour tout le monde, son histoire, elle apporte la preuve que de quelque chose de nouveau, très chaotique, peut émerger de très belles choses. On a aussi la preuve qu'un artiste d'une nouvelle génération peut devenir, grâce au travail et à la confiance que lui donne un public, le pilier d'une, voire même de plusieurs générations d'après. Et même, si on va plus loin, un symbole pour tout un pays, et prouver que c'est possible aussi en France. En 60 ans de carrière, et autant de générations touchées, on aurait pu se dire qu'il allait ouvrir beaucoup de portes, et beaucoup d'esprits. Mais en fait, son héritage, quelquefois, et assez souvent, se perd. Aujourd'hui, on a de la chance. On a le streaming. On a à portée de main des tas d'artistes, des tas de nouveaux genres, plein de propositions différentes. C'est autant de communautés possibles, mais c'est aussi autant de critiques qui, le plus souvent, sont pas vraiment pertinentes. Et ce sont toujours les mêmes critiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas oublier ce que nous a laissé Johnny. Un exemple à appliquer lorsqu'on parle d'être un artiste face à son public, et être un artiste face aux autres musiciens, ceux d'avant comme d'après. Mais surtout un espoir, celui que chaque artiste peut devenir à son tour un pilier pour les autres. J'espère que vous garderez ça en tête, et que maintenant, ou dans 30 ans ou plus, quand la vie vous aura rendu un peu plus amer, vous vous retiendrez de juger cet artiste qui semble un peu fou, qui vient d'arriver, et que vous lui laisserez une chance. Car elle ou lui, à sa manière, et plus sereinement je l'espère, sera peut-être un nouveau Johnny. Est-ce que tu m'aimes bien? Alors je trouve que la phrase est pas très bien tournée. Je t'aime. Tu m'aimes? Non, bien sûr. Moi aussi.